Les Égyptiens ont laissé un héritage remarquable. Leurs monuments et leurs œuvres d'art nous stupéfient encore aujourd'hui. Et pourtant, nous allons vous révéler un autre aspect surprenant de la civilisation égyptienne. Ses armes de guerre et leur pouvoir destructeur sur les champs de bataille. Les archéologues ont retrouvé les traces de certaines des plus incroyables batailles qui aient jamais été livrées. Et ces indices bouleversent la conception qu'on se faisait du monde antique. Voici l'histoire de la lutte que se sont livrées les superpuissances pour obtenir la suprématie dans le monde antique. Nous nous imaginons la civilisation égyptienne comme une civilisation de la culture et les Égyptiens comme un peuple instruit qui vouait un culte à ses divinités et qui était parvenu à un très grand degré de raffinement. On a cependant la preuve que c'était aussi un peuple de guerriers qui avait mis au point des techniques de fabrication de cuirasses métalliques flexibles, de haches et de glaives d'une efficacité redoutable. Certaines de ces techniques sont de véritables innovations. Et certaines des batailles qu'ils ont livrées ont été des batailles à très grande échelle. La plus grande de toutes a sans doute été la bataille de Kadesh. Elle a opposé les Égyptiens, commandés par Ramsès II, aux Hittites, dirigés par le roi Muwatalli. C'est le premier conflit sur lequel nous ayons des renseignements précis. Aujourd'hui encore, on parlerait de batailles gigantesques mettant aux prises des milliers de chars. On peut estimer raisonnablement que les chars en présence ont dépassé le chiffre de 6000. Les Égyptiens, comme les Hittites, allaient expérimenter de nouvelles armes sophistiquées sur le champ de bataille. On pourrait presque comparer la situation entre les Égyptiens et l'Empire hittite à la guerre froide qui a opposé les États-Unis et l'Union soviétique au cours de la seconde moitié du XXe siècle. La bataille de Kadesh allait marquer un véritable tournant historique dans le règne du grand pharaon Ramsès II. Quand Ramsès accède au trône très jeune, de nouvelles puissances se sont développées tout autour de l'Égypte et grignotent ses frontières. Il doit répliquer à ces menaces sans plus tarder. En soldat aguerri et courageux, Ramsès protège le territoire de l'ancienne Égypte, ce qui permet à son peuple de vivre dans l'abondance. Le véritable problème, c'est la sécurité des frontières égyptiennes. L'Égypte est un pays magnifique. Le Nil majestueux irrigue les berges et les fertilise. Durant des milliers d'années, les Égyptiens ont profité des bienfaits de cette situation exceptionnelle et pourtant, un problème important subsiste. Du fait que le pays est exposé à l'Orient méditerranéen, ces territoires sont susceptibles d'être attaqués par des ennemis qui franchissent les contrées environnantes. Si on me donnait à choisir le pays où j'aurais voulu vivre dans l'Antiquité, ce serait l'Égypte. Entre autres parce que c'était un pays plein de ressources alimentaires. Dans la Bible, on lit des récits de gens qui se rendent en Égypte pour fuir la famine dans leur propre pays. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens avaient un puissant voisin particulièrement menaçant. Cette civilisation ennemie, ce sont les puissants Hittites. Il s'agit d'une puissance avec laquelle l'Égypte doit compter. À son apogée, le royaume hittite a sous sa coupe une grande partie de la Turquie actuelle, s'étend à l'est jusqu'au fleuve Euphrate et au sud jusqu'à la frontière égyptienne. Son territoire englobe l'actuelle Syrie. Les premières traces de son existence remontent au XIXe siècle avant Jésus-Christ. Les Hittites ont été une grande puissance 7 siècles durant. Pourtant, cet empire magnifique sombre dans l'oubli. Durant des milliers d'années, cette civilisation est restée ignorée. Et puis, en 1905, on fait une série de découvertes extraordinaires sur le site d'Atuzas, en Turquie. Sur ce site, on trouve encore régulièrement des armes et des vestiges architecturaux. Les archéologues ont utilisé ces vestiges pour rebâtir les remparts imposants et donner un aperçu de la taille et de la puissance de cette antique cité. On peut juger de la puissance de cet empire, de cet État, par la taille de ses remparts monumentaux. Certaines caractéristiques de ces édifices sont comparables à celles de monuments symboliques modernes, par exemple à la Maison Blanche à Washington, ou à d'autres bâtiments dans le monde qui ont été édifiés pour symboliser et incarner la puissance de tel ou tel État.
On comprend à présent l'importance qu'avait l'antique cité d'Atouzas et la puissance militaire qui devait être celle du peuple hittite. Ils avaient sans doute une grande armée, puissante et bien organisée. C'était un des éléments clés de leur politique. On a fait des découvertes exceptionnelles et très intrigantes qui prouvent le haut degré de technicité des Hittites dans la fabrication des armes. Entre autres, de superbes pointes de flèches et de javelots en bronze, des poignards et une lame de hache extrêmement bien conservée, vieille de 3000 ans. Découverte particulièrement révélatrice, un bas-relief taillé dans la pierre, trouvé dans un rempart à 15 km au nord d'Atouzas, qui montre les glaives recourbés que les Hittites utilisaient sur le champ de bataille. Ces gardes sont tous représentés brandissant des glaives en forme de faucilles. On suppose que cette arme était très répandue chez les Hittites. Ces armes insolites étaient très spécifiques des Hittites. Ce sont eux qui ont mis au point ces lames courbes d'une efficacité redoutable. Ces armes ne ressemblaient pas du tout à celles que les Égyptiens utilisaient. Les Égyptiens ont commis une erreur fatale. Ils ont laissé leur système militaire sombrer dans la décrépitude et n'ont pas su renouveler leur équipement militaire. C'est le plus sûr moyen de courir au désastre, quelle que soit la période historique concernée. Ainsi, l'armée égyptienne de cette époque se composait de fantassins, de porteurs de lances et d'archers. Durant des milliers d'années, les Égyptiens n'ont pas eu besoin d'inventer d'autres armes, car leurs ennemis n'étaient pas mieux équipés qu'eux. Mais les choses ont changé lorsqu'ils se sont trouvés confrontés aux Hittites. On a testé de façon très approfondie des répliques d'armes égyptiennes, telles que cette masse d'armes. C'est à Oxford, en Angleterre, que se trouve conservée l'une des plus anciennes de ces masses. Cette arme surprenante est connue sous le nom de masse du roi Scorpion. Cette masse, vieille de 3000 ans et superbement ornée, était utilisée lors de cérémonies. Mais il existait d'autres versions simplifiées de cette arme destinée à fracasser les crânes sur le champ de bataille. La technique utilisée pour percer un trou au centre de la masse est assez phénoménale. Ils chauffaient la pierre et versaient de l'eau dessus, juste quelques gouttes d'eau pour provoquer une petite fissure. Ensuite, on enlevait les petits débris et on répétait l'opération de très nombreuses fois pour obtenir un trou parfaitement centré qu'on pouvait ensuite parfaire à la main. Ces masses permettaient de casser rapidement et efficacement des objets très durs. Un simple coup de masse pouvait provoquer des dégâts considérables. C'était une arme terrible si on l'assénait sur un crâne non protégé. Grâce à la technologie moderne, on peut constater les dégâts qu'une lourde masse peut causer sur les os du crâne. En utilisant une caméra qui filme à 2500 images par seconde, on peut vérifier à quel point cette arme a des effets dévastateurs. Durant des milliers d'années, les Égyptiens s'en sont servis dans les batailles. C'était leur principal outil pour éliminer les envahisseurs ennemis. Mais lorsqu'ils ont eu affaire à des soldats protégés par des casques en métal, la masse d'armes est devenue inopérante. Des casques robustes fabriqués avec des alliages de métaux mettaient les ennemis à l'abri des coups de masse égyptiens. On a vu les dégâts causés par la masse sur un crâne d'animal. Voyons ceux qu'elle peut infliger sur un casque en métal. Voyons cela. Juste sur un des rivets. Tenez, ça concorde parfaitement. Et pourtant, la masse n'a pas pénétré à travers. De quoi donner un bon mal de crâne, mais pas de quoi tuer quelqu'un. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée égyptienne est en position de faiblesse face aux forces ennemies mieux équipées. Elle a pris du retard dans la course aux armements qui se déroule dans l'Antiquité. Géographiquement, l'Égypte était bien protégée puisqu'elle était entourée de déserts au sud, à l'est et à l'ouest, et au nord par la Méditerranée. Elle n'a donc pas eu besoin de développer sa technologie militaire. Mais par la suite, quand elle a eu à subir la menace des peuplades africaines au sud, puis de la Syrie et de la Palestine au nord-est,
Il lui a fallu inventer des techniques militaires plus efficaces et rattraper les autres civilisations rivales, celles qui ont créé un empire dans le nord-est de l'Afrique et en Syrie-Palestine. Mais un des pharaons égyptiens va comprendre à quel point il est important de doter son pays de la meilleure technologie militaire s'il veut survivre et prospérer. Si Ramsès II voulait continuer à jouer un rôle majeur dans le monde antique, il fallait absolument qu'il comble son retard militaire. Son armée devait pouvoir rivaliser avec celle des Hittites. Il fallait inventer de nouvelles armes capables de faire des carnages dans les rangs ennemis. Des armes comme la hache pénétrante. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte se contente de vivre sur ses acquis. Voilà des milliers d'années qu'elle n'a pas amélioré ses techniques de combat. Les guerriers égyptiens sont habitués aux armes simples sur lesquelles ils comptent depuis des siècles, comme la masse. Cependant, face à la menace grandissante que les Hittites font peser sur l'Égypte, elle doit entrer dans la course aux armements. Le grand pharaon Ramsès II a décidé de bouleverser la technologie et la stratégie militaire afin de permettre à l'Égypte de conserver toute sa puissance. Ramsès II est devenu l'archétype du pharaon. Il n'est donc pas surprenant que presque tous les pharaons de la 20e dynastie se soient appelés Ramsès. Ramsès est le fils de Séti Ier. Il naît aux alentours de 1302 avant Jésus-Christ. À l'âge de 14 ans, son père le nomme prince régent. On pense qu'il est monté sur le trône peu après 20 ans et qu'il a régné de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. C'est le plus entreprenant de tous les pharaons. Et beaucoup de monuments qu'il a fait édifier lui survivent encore aujourd'hui. Parmi ceux-ci, le célèbre temple d'Abou Simbel, taillé dans le roc, la vertigineuse salle hypostyle de Karnak, décorée sous son règne, et son temple funéraire, le Ramesséum, à Thèbes, sur la rive gauche du Nil. Plus de 3000 ans après, la splendeur de ces édifices stupéfie encore nos architectes et nos ingénieurs. Ramsès II est un pharaon extrêmement ambitieux qui veut s'emparer de nouveaux territoires et défendre ceux qu'il possède déjà. Il sait que son armée doit être aussi bien équipée que celle de ses voisins belliqueux. Une des premières tâches qui attend Ramsès II consiste à contenir l'Empire hittite. C'est la nouvelle puissance émergente du Moyen-Orient. Elle attaque les frontières de l'Égypte et perturbe ses échanges commerciaux. Mais comment les Égyptiens vont-ils s'y prendre pour mener à bien cette tâche difficile? Sous Ramsès, ils commencent à s'emparer des armes de leurs ennemis et s'habituent à leur maniement. En 1720 avant Jésus-Christ, l'Égypte a été envahie par un peuple de guerriers, les Hyksos. L'Égypte les a vaincus et a copié leurs armes. Les rois de Thèbes avaient chassé les Hyksos d'Égypte. Et l'expérience leur avait appris qu'ils étaient capables d'adopter et d'adapter les armes introduites en Égypte à cette époque. Si bien que lorsqu'un souverain étranger se trouvait face à l'armée égyptienne, il savait qu'il aurait affaire à la meilleure technologie et aux meilleurs armements. Incroyable mais vrai, l'une des armes les plus dangereuses mises au point par les Égyptiens est la hache pénétrante. Au musée du Caire, on peut admirer une magnifique hache de cérémonie vieille de 3500 ans. L'artisan a fabriqué cette arme avec une précision telle que la hache est encore affûtée aujourd'hui. L'alliage de plusieurs métaux devient un facteur déterminant pour augmenter sa robustesse. À Herefordshire, en Angleterre, le forgeron Steve Blewett utilise encore des techniques qui n'ont pas changé depuis des milliers d'années. C'est dans l'ancienne Égypte qu'on a mis au point de nouveaux alliages qui permettaient de rendre les armes plus résistantes. Chaque amélioration donnait aux soldats un avantage supplémentaire. Quand on reproduit des objets comme celui-ci, on utilise exactement les mêmes techniques. On se sert de foyers ouverts et de moules, et on découvre encore des procédés qu'on avait oubliés et qui ont été utilisés il y a plus de 2000 ans. Voici une hache égyptienne pénétrante en bronze. Pour autant qu'on sache, il devait s'en servir contre les fuyards ou les blessés. Ce nouveau type de hache pénétrante pouvait causer de sérieux dégâts, même si l'adversaire avait pris soin de se protéger. Il s'agit d'un bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain. Ce bronze est en fait 3 fois plus résistant que l'un ou l'autre de ces deux métaux. En gros, il y a 9 ou 10% d'étain et le reste est en cuivre.
Forger ce type d'alliage demande beaucoup de travail encore aujourd'hui. Auparavant, ils n'utilisaient que le cuivre qu'ils savaient rendre très dur. Mais le tranchant s'émoussait beaucoup trop vite et il était nettement moins facile à mouler que le bronze. On aurait beaucoup de mal à forger des haches en cuivre aujourd'hui. L'usage du bronze assurait une plus grande solidité et un tranchant beaucoup plus durable. Dans des mains expertes, cette hache était une arme mortelle. Aujourd'hui, les égyptologues commencent à comprendre l'importance qu'a eu l'amélioration des techniques de fabrication d'armes dans l'Égypte ancienne. Voici la réplique d'une ancienne hache de combat égyptienne. Elle date de la période du Nouvel Empire, c'est-à-dire l'époque de Thoutmôsis III et de Ramsès II. Certes, on peut admirer ces objets pour leur beauté dans les vitrines d'un musée, mais on oublie parfois que c'était des engins de mort, destinés à massacrer des gens. La lame en cuivre ou en bronze est liée aux manches par des lanières de cuir. Cette technique peut sembler un peu aléatoire, mais le cuir était placé avant d'être traité, si bien qu'après traitement, le cuir se rétrécissait, la tâche était plus serrée et donc vraiment très sûre. En outre, les soldats pouvaient assurer la maintenance de leur arme. Si le manche était détérioré, ils pouvaient le remplacer eux-mêmes, il n'y avait pas besoin d'atelier militaire. Ce long manche donne à celui qui s'en sert une plus grande allonge. Cette forme renflée au bout du manche n'est pas seulement là pour l'esthétique, elle assure une meilleure prise. La hache ne peut plus glisser, surtout quand on a chaud et qu'on transpire. Mais quel est l'effet de cette hache pénétrante si on l'assène sur un casque de la même époque? Le coup est beaucoup plus efficace qu'avec la masse. J'ai presque réussi à fendre le casque. Si à l'intérieur, le crâne serait probablement fracturé. Pronostic vital réservé. Mais est-ce que les soldats portaient des cuirasses au combat? En raison de la chaleur suffocante, la plus grande partie de leur anatomie était exposée aux flèches et aux tranchants des armes. Ici ou là, on voyait des conducteurs de chars harnachés de bandelettes de cuir. Mais le pharaon, lui, devait être protégé durant la bataille. Sur ce coffre décoré, on voit le pharaon Toutankhamon représenté avec une cuirasse. Ramsès II partait lui aussi au combat revêtu d'une cuirasse de cuir. Mais les Hittites avaient une longueur d'avance. Ils avaient mis au point des cuirasses métalliques flexibles. Voici une reconstitution de cuirasse exécutée il y a quelques années. Chaque pièce recouvre la moitié de celle qui est au-dessous. Et du fait de ces pièces qui se chevauchent, on obtient une armure fermée mais qui reste flexible. Si une flèche vient frapper droit dessus, elle ne pénètre pas. Si elle frappe obliquement, elle reste coincée entre les lames de la cuirasse. Celle-ci est conçue pour protéger les hommes contre des blessures, mais on en a trouvé de plus grandes qui, de toute évidence, étaient destinées aux chevaux. Les fantassins devaient se fier à leurs boucliers pour se protéger. Et la forme de ces boucliers n'avait pas changé depuis des siècles. Ces boucliers égyptiens sont en bois recouverts de peau de léopard. Ceux qu'on utilisait au combat étaient assez semblables de forme, mais moins extravagants. Voici la réplique d'un bouclier égyptien. L'original date de la période du Nouvel Empire. Il est fait de bois, recouvert de peau, et on peut voir d'après ses dimensions qu'il est parfaitement conçu pour protéger la partie supérieure du corps. Ce bouclier est assez grand pour me protéger moi et peut-être quelqu'un d'autre contre les flèches, les lances et les coups de hache. Il est assez grand pour permettre à un soldat de s'agenouiller derrière. Imaginez-vous face à l'infanterie égyptienne avec un rempart de ces boucliers, elle serait à l'abri de vos flèches et dans le combat au corps à corps, elle serait protégée contre vos coups d'épée et de hache. Ramsès II exigeait pour ses troupes les armes les plus perfectionnées. Mais il se heurtait à une forte concurrence. Certaines armes, comme le khapèche, représentaient un véritable défi. Sa forme recourbée était directement inspirée de la faucille que les paysans utilisaient pour moissonner. Malgré ses humbles origines, c'est une arme extrêmement efficace et polyvalente. Le tranchant se situe en fait sur le bord extérieur de la lame.
Voici un glaive à lame droite probablement introduit par des mercenaires. Il est inspiré du modèle grec. Les Romains utilisaient aussi des glaives semblables à celui-ci. C'était une arme utilisée dans toute l'Europe. Ils savaient la manier avec beaucoup plus d'habileté que nous. On a perdu le savoir-faire, mais on redécouvre peu à peu leur technique de fabrication. Ces glaives, vieux de 3000 ans, sont ceux qui auraient eu la faveur de Ramsès II. Il s'agit de glaives européens, à lame droite et filet en pointe, dont le centre de gravité est situé à l'extrémité. Leur légèreté permettait aux fantassins de base de les utiliser pour combattre, et leur tranchant en faisait une arme mortelle. Les Hittites et d'autres ennemis de l'Égypte préféraient le glaive rectiligne, la bonne vieille épée qu'on projette en avant. Mais dans un combat ouvert, on peut aussi l'utiliser en revers, et ce pouvoir tranchant en fait une arme à double fonction. Les Égyptiens préféraient le khapèche, une arme à lame courbe. Et la caractéristique de cette lame courbe, c'est qu'en entamant la chair, elle la tranche naturellement. De par sa forme, elle est techniquement plus efficace pour trancher. À force de les avoir vus pendant des années représentés sur des bas-reliefs, j'avais fini par penser que c'était des armes aussi primitives que des serpes. Je me disais que les Égyptiens s'étaient simplement inspirés d'un outil agricole, qu'il s'agissait d'armes un peu frustres et gauches. Mais en manipulant cette belle réplique, je trouve que c'est une arme très bien conçue. En fait, elle est presque parfaitement dessinée, parce qu'elle remplit toutes les fonctions. Je peux attaquer de front parce que la courbe est telle que le niveau d'impact est dans le prolongement de mon épaule, et qu'elle comporte un crochet. Si bien que je peux crocheter le bouclier de mon adversaire, l'abattre et lui porter un coup au visage. Et si ça ne suffit pas, je peux lui ouvrir la mâchoire. Je crois que ce khapèche serait mon arme de prédilection. Ramsès II savait qu'il devait posséder les meilleurs glaives. Il a donc fait fabriquer une gamme d'armes qui comprenait le glaive à lame courte et rectiligne et le khapèche égyptien à lame plus longue. Ceux-ci joueraient un rôle capital dans la panoplie de l'infanterie égyptienne. Pourtant, dans cette course aux armements qui avait lieu dans l'Antiquité, il y avait une autre arme très prisée et techniquement très perfectionnée. L'arc composite aux effets dévastateurs. En Égypte, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, Ramsès II se constitue une puissante armée pour protéger son pays et conquérir de nouveaux territoires. Mais pour ce faire, il lui faut se doter des armes les plus perfectionnées qu'on puisse se procurer. L'une de ces armes a un gros impact sur les champs de bataille, l'arc composite. Bien caché dans les dédales du musée du Caire, se trouve un ensemble unique de ces arcs composites. Ces arcs incroyables ont 3000 ans d'existence. Ils ont tous été merveilleusement bien conçus. Les Égyptiens se sont servis d'arcs et de flèches durant des siècles. Mais les envahisseurs ennemis, comme les Hyksos, leur ont révélé de nouvelles techniques de fabrication. Les Hyksos munis d'arcs composites affrontent les Égyptiens. Les Hyksos peuvent rester hors de portée des archers et les tailler en pièces avec leurs arcs perfectionnés. Pour les Égyptiens, la seule solution consiste à s'emparer des arcs des Hyksos. Les Égyptiens utilisaient des arcs simples de 1 à 2 mètres de hauteur. Mais ceux-ci sont surclassés par les arcs composites plus puissants. Cet arc composite est conçu pour avoir la plus grande portée possible, tout en gardant une taille et un poids qui permettent de le manier. L'intérieur de cet arc dissimule une trouvaille technologique extrêmement sophistiquée. La structure de l'arc est constituée de fines lamelles de cornes de buffle qui conservent leur forme et agissent comme de puissants ressorts lors du tir. Cette corne est attachée à une pièce de bois préformée avec de la résine. On laissait sécher la pièce pendant 1 mois. Une fois que l'ensemble est joint, on enlève la corde et on n'a plus qu'une seule pièce. Cette corne ici fait office de puissant ressort, mais il y a tellement d'énergie contenue dedans qu'elle risque d'exploser et de rompre l'ensemble. Pour le renforcer, on employait des tendons d'origine animale. Battus jusqu'à ce qu'ils deviennent fibreux, on les enroulait autour de cette structure pour accroître sa résistance. Ce sont des fibres d'une résistance incroyable, capables de supporter de très fortes tensions. Pour finir, elles ressembleront à ça, et on les enroule autour de la structure de corne et de bois pour la renforcer et protéger l'ensemble de la structure.
Tous les éléments étaient maintenus ensemble grâce à une résine collante qu'on extrayait de certains poissons. Mais c'était un travail qui demandait beaucoup de temps. Ce genre d'opération demande entre 18 mois et 2 ans d'efforts pour que l'ensemble soit au point et atteigne la résistance voulue. La fabrication des arcs composites était le résultat d'une technologie très avancée, mais c'était une technologie très chère. Aujourd'hui, les matériaux composites équivalents sont les fibres de verre ou les fibres de carbone. Cela revient au même. La corne est essentiellement composée de carbone. La fibre de verre, une fois passée au laminoir, est un matériau qu'on utilise dans l'astronautique ou pour fabriquer différents ustensiles de notre société moderne. Mais le concept de structure composite, qui donne une force extrême, remonte à l'Égypte ancienne. Avec l'arc composite, il n'y a plus besoin de retendre la corde avant la bataille. On peut transporter l'arc tendu. Il reste prêt à tirer pendant assez longtemps. À cet égard, l'arc composite a représenté un très grand progrès et il a joué un rôle absolument capital dans les armées du Nouvel Empire. Cet arc est un bel exemple d'ingéniosité technologique. Si on l'examine sans sa corde, on voit comment les matériaux composites, la corne, les tendons et le bois, ont été préparés pour constituer une forme donnée. On voit que ces deux parties sont déjà conçues pour faire ressort, si bien qu'avant même de placer la corde, les deux moitiés sont déjà tendues. Il est à l'état de repos, mais les deux parties de l'arc sont déjà prêtes à partir en avant, et vous obtenez cette forme merveilleuse qu'on voit gravée sur les bas-reliefs. Et quand je le tends, il change de forme et se métamorphose en un croissant parfait, vibrant d'énergie. L'arc composite exigeait 18 mois de fabrication. C'était donc une arme précieuse et respectée. Ces arcs composites, extraordinairement ornés, ont été découverts dans la tombe de Toutankhamon et comptent parmi les plus beaux qu'on ait jamais trouvés. L'arc composite était le plus puissant des arcs de l'Antiquité. Il a fallu des milliers d'années d'efforts pour obtenir cet arc parfait. Mais quelle était son efficacité ? Il s'agit là d'un arc de type mongol. C'est un arc de cavalier conçu pour être utilisé à cheval. Ce sont des embouts joints à l'arc par des genouillères qui ajoutent de l'énergie à l'arc. Ces ajouts vous permettent de bander l'arc de façon presque illimitée. Et c'est ainsi que l'arc devient efficace. C'est là que les embouts donnent un surcroît d'énergie à l'arc. Celui-ci est un arc composite moderne. Il s'agit d'une copie fabriquée avec des matériaux modernes moins performants que les matériaux originaux. Jadis, ils étaient fabriqués artisanalement. Disons qu'ils étaient sans doute 2 fois plus puissants que celui que j'utilise maintenant. La vitesse de la flèche au moment où elle quitte l'arc est incroyablement élevée. Il a fallu filmer en accéléré, puis ralentir l'image pour se rendre compte de l'efficacité et de l'ingéniosité qu'exige une telle arme. Action! Oui, on voit déjà les embouts qui commencent à revenir. Une fois qu'on lâche la flèche, il se recourbe pour permettre à la flèche de partir tout droit. Ensuite, on voit la flèche onduler, puis prendre une trajectoire rectiligne. La vitesse de départ de la flèche est d'environ 100 mètres par seconde. 100 mètres par seconde, c'est 360 km à l'heure. L'impact causé par une telle arme ne laisse aucune chance à la cible.
Ramsès II avait réuni un puissant arsenal d'armes diverses pour défier les Hittites à la bataille de Kadesh. Mais une autre arme allait s'avérer décisive pour l'issue de cette bataille. Le char de combat, rapide comme l'éclair. Dans l'Antiquité, les chars sont les engins militaires les plus importants. Toute superpuissance se doit d'en posséder. Les chars ont évolué au fil du temps. Au début, ce n'étaient que des chariots un peu balourds avec des roues pleines. Et puis, petit à petit, ils se sont transformés en véritables machines de guerre, très légères et très efficaces. C'est probablement l'engin le plus complexe que l'on ait construit dans toute l'Antiquité. En Égypte, les pharaons conquérants sont entrés en conflit avec des ennemis qui utilisaient des chars. Lors des combats, ils se sont peu à peu constitués des modèles en s'en emparant ou en les négociant. Une fois qu'ils ont maîtrisé l'art de les construire, les Égyptiens se sont dotés de vastes bataillons de chars. Des images trouvées sur des tombeaux montrent la production massive de chars prêts à participer au combat. C'est un moment unique dans l'histoire. Pour la première fois, un État emploie toutes ses ressources pour produire des chars, en utilisant la technique de la production à la chaîne. Une première dans l'histoire. De récentes découvertes qu'on a faites sur le site de Père-Ramsès, la capitale de Ramsès dans le delta du Nil, ont révélé l'existence d'un véritable complexe industriel, avec des ateliers où l'on fabriquait divers types d'armes et un entrepôt destiné aux chars et aux pièces de rechange. Non seulement les Égyptiens avaient adopté le char, mais à l'époque de Ramsès II, ils l'avaient amené à son point de perfection. Ils avaient fait de cet engin de guerre le véhicule le plus perfectionné de l'Antiquité. Quand les artisans égyptiens ont commencé à fabriquer des chars, ils se sont heurtés à de terribles difficultés techniques. Leurs roues sont des chefs-d'œuvre d'ingéniosité. Ils ont mis au point des chars rapides, plus performants que les chars de leurs ennemis. Robert Hurford, expert en chars, a bâti des répliques de chars égyptiens et de chars hittites. C'est un engin léger, manœuvrable et rapide. Non, je suppose qu'il était facile à manœuvrer quand il y avait peu de place. Ce qui était très utile sur un champ de bataille encombré. Les chars égyptiens se composaient d'une plateforme circulaire en bois léger, ouverte à l'arrière, montée sur un essieu à 2 roues, comportant tantôt 4, tantôt 6 rayons. Les roues étaient méticuleusement assemblées. Voici le genre d'engin que les Égyptiens utilisaient. La jante est en bois cintré, recouverte d'une sorte de bande en cuir cru. Les rayons sont fixés à la jante avec des fibres d'origine animale. Voilà comment on procédait à l'âge de bronze. Le char égyptien avait toutes les qualités. Il était robuste, mais extrêmement léger et manœuvrable. Le char hittite, lui, était beaucoup plus lourd et plus endurant. Il était parfait pour effectuer des percées dans les rangs, mais il était beaucoup plus lent. Chacun avait ses qualités. En plaçant l'essieu plus en arrière sur leur char, les Égyptiens conçoivent un engin qui a un rayon de braquage beaucoup plus court et qui leur permet des manœuvres rapides. Mais l'essieu plus massif du char hittite l'autorise à transporter un 3e homme au combat. Ici, nous voyons un détail de la bataille de Kadesh où figure un char hittite très caractéristique. Il s'agit d'un char plus gros et plus lourd que le char égyptien. Il transporte un équipage de 3 hommes. Autre caractéristique hittite, ce bouclier en forme de clepsydre. Le char transportait un conducteur, un porteur de bouclier et un archer. Le rôle du 3e homme consistait à protéger ses compagnons des armes ennemies. Le porteur de bouclier montait à bord pour protéger l'archer. Quand l'équipage était attaqué par d'autres chars, tout était une question de manœuvre. Les Égyptiens tentaient de le déborder sur le côté, en général du côté droit, parce que l'archer avait du mal à tirer, étant donné que le conducteur s'interposait entre lui et sa cible. Ils arrivaient donc à sa hauteur et tiraient sur le char. Le porteur de bouclier tentait de protéger l'archer et le conducteur contre ses attaques. Le porteur de bouclier était aussi armé d'une lance, afin d'empêcher les fantassins de s'approcher trop près du char. Cette lance pouvait, dans certains cas extrêmes, être utilisée comme un javelot. On pouvait atteindre un char hittite lancé à la poursuite d'un char égyptien en visant les chevaux. Si bien que le porteur de bouclier avait 2 fonctions, attaquer les autres chars et protéger son équipage contre les attaques des fantassins.
Quand on observe un char hittite, on voit un homme avec une lance, un homme avec un bouclier, etc. On est loin de la conception égyptienne où le char est un engin qui sert à déplacer très rapidement les archers sur le champ de bataille. Le char égyptien, beaucoup plus rapide, leur donnait un immense avantage. Il ne transportait que 2 hommes, mais il pouvait très vite échapper à l'ennemi en se mettant hors de sa portée et il était capable de lancer des attaques surprises. Au musée du Caire, on peut voir un superbe spécimen de char de cérémonie. On peut imaginer à quoi ressemblaient ces chars égyptiens à partir des spécimens conservés dans le tombeau de Toutankhamon. Sur celui-ci, c'est typique. On observe que l'essieu est très large, beaucoup plus large que le char lui-même, et que les roues sont placées très en arrière de la plateforme. La plateforme, elle, est très étroite et très basse. Elle aurait été trop exiguë pour transporter un conducteur et un archer. Mais le char égyptien était extrêmement léger et très manœuvrable. C'était un peu le chasseur à réaction de son époque. Ramsès II avait donc recruté ses troupes et les avait équipées d'armes sophistiquées. Il était prêt à livrer bataille. Il faut se rappeler que les Égyptiens n'ont pas eu de chevaux ni de chars avant le Nouvel Empire. Si bien que Ramsès II, qui disposait d'arcs composites, de chevaux et de chars, s'était doté du meilleur équipement militaire qui soit. La réputation de Ramsès II en tant que grand chef militaire allait reposer sur sa victoire à Kadesh. Mais quand allait-il frapper ? Tout est en place pour la bataille de Kadesh. Ramsès II a préparé ses troupes. Il dispose des armes les plus perfectionnées et il est prêt à se lancer dans la plus importante bataille de sa vie. Il conduit son infanterie et ses conducteurs de chars à 1500 km au nord pour chasser les Hittites de la ville de Kadesh. La lutte pour le pouvoir entre les 2 grandes puissances va atteindre son paroxysme. Ramsès II veut se venger des incursions hittites sur le territoire égyptien. Les Hittites, qui entendent bâtir leur empire, convoitent les axes de négoce qui mènent en Égypte et hors d'Égypte. Les Égyptiens avaient perdu la province de Kadesh en Syrie 50 ans avant que Ramsès ne monte sur le trône, et l'Empire hittite s'était aisément passé de leur domination. Mais il semble que les Égyptiens soient obsédés par la ville de Kadesh. Ils ne pouvaient se résoudre à l'abandonner. Il leur fallait la reprendre, c'était une question d'honneur. La citadelle de Kadesh se trouve perchée sur un massif rocheux qui domine une vaste plaine, un théâtre idéal pour une bataille de chars. Et par cette plaine passe une voie de commerce convoitée et lucrative. Ramsès veut s'en emparer. C'est pour cela qu'il emmène ses troupes à 1500 km au nord pour affronter le roi Muwatalli et s'emparer de Kadesh. Ramsès parvient finalement sur les plaines dominées par Kadesh. Il sait que les troupes du roi Muwatalli sont dans les parages et qu'il va affronter une redoutable armée de plusieurs milliers d'hommes et de conducteurs de chars bien armés. Son armée est inférieure en nombre et sa seule chance de victoire consiste à déployer stratégiquement ses fantassins bien armés, mais plus encore ses archers très entraînés à bord de leurs chars rapides comme l'éclair. Mais quelle technique de combat Ramsès va-t-il employer pour être sûr que ses archers prennent l'avantage ? La tactique décisive consiste à déclencher de brèves attaques ciblées en criblant l'ennemi de flèches lancées en rapide succession. Pour expliquer cette stratégie, Mike Lodes, expert en armes, va tirer avec un arc composite à bord d'un char. On aura une illustration de cette technique de harcèlement employée par les chars égyptiens. Pour mieux les distinguer des Égyptiens, nous avons remplacé les Hittites par un peloton de soldats romains. Certes, les Romains ont combattu beaucoup plus tard, mais ils avaient des boucliers et des casques semblables pour se protéger. Le char n'était pas utilisé comme un char d'assaut. Ce n'était pas une arme de contact utilisée pour perforer les rangs, parce que face à une phalange très dense, si vous lui foncez dessus à bord d'un char, ce sont vos chevaux qui seront en première ligne. C'est un véhicule léger, il n'y a pas d'effet de masse. Au bout de 2 rangées, la vitesse tombe, le char s'arrête. L'ennemi s'empare du conducteur de char et le tue. Donc on n'utilise pas le char pour le contact. Il sert à gêner les mouvements de l'infanterie sur le champ de bataille et à s'assurer un avantage tactique. En arrivant sur le terrain, je veux voir combien de flèches je peux tirer contre ce corps de troupes. Je suis particulièrement vulnérable dans les virages parce que je me présente de profil. Le cheval offre tout son flanc, ce qui est une cible facile pour l'ennemi. Je préfère donc ne pas trop m'approcher de l'ennemi, aller aussi près que possible en virant très serré et tirer encore quelques flèches en m'éloignant.
J'ai tiré 10 flèches sur ce corps de troupe. Sur ce circuit de 250 mètres, on peut supposer que les chars se succédaient à une longueur de cheval de distance. 50 chars y tiendraient facilement, ce qui nous donne une cadence de 1000 flèches par minute. Un hélicoptère Apache ne tire que 1200 coups à la minute. Il est assez phénoménal que la technologie antique fasse presque aussi bien. C'est même tout à fait extraordinaire. Parfaitement armé et à la tête de soldats bien entraînés, Ramsès décide de planter son camp aux abords de la plaine. Mais il ignore que le roi Muwatalli et ses troupes se sont massés hors de sa vue, cachés derrière la montagne dominée par Kadesh. Voyant là une occasion, Muwatalli décide d'envoyer 2500 soldats attaquer le camp égyptien. Mais au moment où ceux-ci contournent la montagne, un bataillon d'1 millier d'Égyptiens surgit. Les Hittites tirent leurs glaives et leurs poignards. La plupart des Égyptiens qui ne s'attendaient pas à combattre aussi vite se font massacrer. Encouragés par ce premier succès et par l'efficacité de leur attaque surprise, les Hittites décident de se diriger vers le camp de Ramsès II. Les Égyptiens ne soupçonnent pas ce qui s'est passé et tout à coup, ils voient fondre sur eux les chars qui les débordent. La surprise est totale. Les chars sont très utiles pour déplacer rapidement des forces d'un lieu à un autre. Une division de chars qui fonce droit sur vous, c'est un spectacle impressionnant. Un récit légendaire rapportant les hauts faits militaires raconte comment Ramsès II parvient à rassembler ses troupes et à les lancer dans une audacieuse contre-attaque contre les Hittites. Poursuivis par les chars égyptiens plus rapides, les Hittites sont repoussés dans leur camp par Ramsès. À présent, c'est le sauve-qui-peut général. Les Hittites se réfugient là où Ramsès les pousse. Selon le récit, ils doivent abandonner leurs chars à nager pour regagner leur logis. Ils nageaient comme des crocodiles, est-il écrit. C'était une grande victoire psychologique. Au plus fort de la bataille, on estime à 6000 le nombre des chars engagés dans les combats à Kadesh et à 20 000 le nombre des soldats qui combattent avec des armes très perfectionnées. À présent, dans la plaine, en terrain découvert, les chars prennent toute leur efficacité. Grâce à eux, Ramsès inflige aux Hittites une défaite cuisante. Ce jour-là, il remporte une grande victoire et repousse les Hittites de l'autre côté du fleuve. Le chef hittite est bien placé pour juger de la férocité et de la détermination de Ramsès et de ses troupes. Témoin du carnage et voulant éviter un véritable bain de sang, le roi hittite Muwatalli décrète la fin des combats. Ramsès fait le siège de Kadesh et cerne la ville avec ses troupes. Mais très vite, il apparaît que la situation est sans issue. Les Hittites n'ont aucune envie de se rendre et Ramsès II n'a pas les moyens de soutenir un long siège. Ramsès se proclame lui-même vainqueur et rentre en Égypte, où on l'acclame en héros. En réalité, les deux chefs ont conclu un pacte. La bataille de Kadesh n'a pas été une grande victoire pour Ramsès II. Aujourd'hui, on considère qu'elle s'est soldée par un statu quo, mais il a su le transformer en victoire grâce à une propagande bien faite. Pour les Égyptiens, c'est un grand chef qui s'est couvert de gloire. Ramsès II a fait inscrire sur les temples de grandes déclarations de victoire, vantant la suprématie qu'il avait acquise dans l'Antiquité. Les escarmouches autour de Kadesh continueront pendant une quinzaine d'années. Mais plus jamais il n'y aura de bataille aussi féroce que celle de Kadesh. Pour finir, cette bataille aura une conséquence. Les Hittites et les Égyptiens uniront leurs forces pour combattre une autre civilisation qui les menace tous les deux, les Assyriens. Remarquable évolution stratégique, les Égyptiens et les Hittites signeront le premier traité de paix de l'histoire. On peut voir une copie de ce fameux traité de paix au siège des Nations Unies à New York. Nous disposons des deux versions écrites, la version égyptienne inscrite dans le temple de Karnak et la version hittite. Les deux superpuissances se sont mises d'accord pour être amies. Quel que soit le résultat, Ramsès II a fait de l'Égypte une nation victorieuse et une grande puissance militaire. Ramsès était l'homme qu'il fallait, l'homme providentiel. Et Ramsès était le pharaon de l'Égypte, un pays qui maintenait sa supériorité sur toutes les nations de son temps. La guerre a toujours été le catalyseur des découvertes technologiques. Les haches, les glaives et les poignards des batailles de l'Antiquité ont servi de base à la technologie militaire pendant des milliers d'années. Quelles nouvelles découvertes restent encore à faire? Des découvertes qui nous obligeront à repenser tout ce qu'on croyait savoir sur le monde antique.